Bonjour, aujourd'hui 1940-1945, quand les Alliés bombardaient la France. Seuls les bombardiers nous donneront la clé de la victoire. Winston Churchill, 3 septembre 1940. « 2000 ans d'histoire. Tout a commencé le 12 juin 1940. Ce jour-là, à 17h, quelques avions de la Royal Air Force larguaient leurs bombes sur le port de Boulogne. Certes, depuis le 25 mai, la ville était occupée par l'armée allemande, mais on était à 12 jours de l'armistice et la Grande-Bretagne était encore l'allié de la France. On comprend la surprise des habitants de Boulogne et la colère des familles des 14 victimes civiles de ce bombardement. Les premiers morts d'une tragédie oubliée, mais qui a profondément traumatisé les Français. Pendant 5 ans, les avions anglais et américains ont lancé plus de 600 000 tonnes de bombes sur plus de 1500 localités françaises, provoquant la mort de 67 000 civils. On n'en parle plus guère aujourd'hui, mais tous ceux qui ont subi les rigueurs de l'occupation allemande se souviennent aussi de cette époque où, pendant 5 ans, la France fut, après l'Allemagne, le pays le plus bombardé d'Europe. L'aviation anglo-américaine a laissé tomber des bombes incendiaires et explosives sur Clermont-Ferrand. Le maréchal a tenu à apporter le réconfort de sa présence aux sinistrés. Encore des ruines, mais à Toulon, où tous les quartiers principaux ont été une nouvelle fois atteints. Le raid a fait plus de 200 blessés et 64 morts, dont les obsèques sont célébrées en présence de la population en deuil. Le calvaire de notre pays continue. C'est au tour de Saint-Étienne qui va rendre un dernier hommage aux victimes du récent bombardement. Et ce sont les images habituelles que Saint-Étienne connaît après tant de villes françaises. Demain, sur quelle cité s'abattra la pluie de fer et de feu? Demain, quelle cité comptera ses morts? Patrick Facon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po à Paris et auteur d'un article sur les bombardements alliés sur la France dans le magazine du XXe siècle. Alors, de toutes les souffrances que les Français ont pu subir pendant l'occupation, les bombardements alliés sont pratiquement celles dont on parle le moins. C'est presque un sujet tabou, Patrick Facon. Pourquoi? Oui, vous avez raison, c'est un sujet tabou. En fait, peut-être pas si tabou que cela. Disons qu'au départ, ce sujet a fait l'objet de quelques études régionales par des sociétés savantes locales qui se sont intéressés aux problèmes de Brest, du Havre, de Caen et d'un certain nombre d'autres villes. Ensuite, il a été traité, mais de manière, disons, semi-confidentielle, dans le cadre d'un certain nombre de mémoires universitaires. Donc ce sujet n'avait jamais été abordé, disons, sur le plan général. Dans les années 90, bien un certain nombre d'historiens s'y sont intéressés, notamment Eddy Florentin, qui a publié un livre sur la question. Oui, et en fait, on a réussi de cette manière-là, si vous voulez, à avoir une vue globale qu'on avait auparavant que par un prisme régional et local. Mais il est vrai que ce sujet est resté longtemps dans l'ombre pour la bonne et simple raison qu'en fait, eh bien, il se rapportait à des actions qui avaient été commises par les Alliés et qui n'étaient peut-être pas bons pour un certain nombre de raisons politiques de le faire. Alors qu'elles ont des conséquences énormes. Je donnais les chiffres tout à l'heure, 67 000 morts. Vous dites vous-même dans cet article que la France, et on l'oublie toujours, est après l'Allemagne le deuxième pays le plus bombardé en Europe pendant la guerre. À ceci près quand même, qui est très important, et vous le rappelez aussi, Patrick Facon, c'est que si beaucoup de civils ont été tués, les Américains et les Anglais ne visaient pas les populations civiles. C'était, comme on dit aujourd'hui avec ce doux euphémisme, c'était des effets collatéraux d'une guerre qui visait des cibles militaires, Patrick Facon. Absolument. Les cibles qui étaient visées étaient des cibles militaires. Ces cibles ont varié dans le temps en fonction de la situation stratégique sur le front occidental. Mais ces cibles étaient militaires et les civils n'ont été que les malheureuses victimes d'actions qui visaient la production de chars, la production d'avions ou bien les ports de l'Atlantique ou bien encore les voies de communication en 1944.
Alors ces cibles ont changé, vous le dites, au gré des événements. Les premières cibles, en fait, dès 1940, étaient des ports français. J'ai cité Boulogne, il y en aura aussi d'autres. Les ports, pourquoi les ports, Patrick Facon ? Bien, dans un premier temps, comme vous le savez, eh bien, les ports ont été visés en raison des préparatifs que les Allemands opéraient dans ces ports en vue de débarquer en Angleterre. Dans le cadre de cette bataille d'Angleterre qui a duré de juillet en septembre 40. Et ensuite, les ports sont devenus des cibles prioritaires à partir du moment où les Allemands, ayant conquis tout le littoral atlantique de l'Europe occidentale, eh bien, ils disposaient d'un certain nombre d'endroits d'où ils pouvaient opérer avec leurs sous-marins ou leurs bâtiments de surface contre la navigation en Atlantique. Puis les ports, on verra aussi, seront plus tard bombardés pour d'autres raisons, notamment à l'approche du débarquement. En tout cas, justement, parmi ces ports, eh bien, il y a eu l'Orient. Écoutez ce reportage dans une base américaine en Angleterre au moment où des bombardiers s'envolaient en direction de l'Orient en janvier 1942. Les gars, vous avez vérifié les mitrailleuses ? Oui, elles ne gèleront pas. Bien, alors allons-y. On va leur montrer ce que c'est que l'enfer. Et voici que part la première forteresse volante vers sa cible, la ville de Lorient, base des sous-marins nazis dans la France occupée par les Allemands. Quel spectacle! Et maintenant, arrivant vers nous, touchant presque la queue du précédent, voici le nouvel avion. Écoutons le bruit au moment où il passe. Coming in on a wing and a prayer. Though there's one motor gone, we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. What a show, what a fight. Yes, we really hit our target for the night. How we sing as we limp through the air. Look below, there's our field over there. With our full crew aboard and our trust in the Lord. Coming in on a wing and a prayer. France Inter, 2000 ans d'histoire, les bombardements alliés sur la France. Et c'était un succès américain de l'année 1943, Coming In on a Wing and a Prayer, par une chanteuse américaine, Bea Wain, qui encourageait les pilotes de bombardiers américains sur l'Europe. On a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de scrupules de la part des Américains ou des Anglais de bombarder des populations civiles. Alors, il y avait d'un côté, bien sûr, les ennemis, les Allemands, et il y avait aussi quand même des alliés français. Ça a quand même posé des cas de conscience, je suppose, Patrick Facon. Il est vrai qu'il y a eu un dilemme, surtout chez les Britanniques, qui recevaient quand même en leur sein De Gaulle, qui allait animer la résistance intérieure en France par la suite. Et les Britanniques, les responsables britanniques recommandaient à leurs équipages d'attaquer les objectifs avec la plus grande précision possible, d'éviter comme vous l'avez dit tout à l'heure, les dommages collatéraux. Mais au fur et à mesure de la guerre, eh bien, ces bombardements sont devenus beaucoup plus violents, sont devenus des bombardements sur zone comme ceux qu'on pratiquait sur l'Allemagne, bien que la population ne soit pas l'objectif. Et ils ont entraîné des dommages importants dans la population civile. Alors notamment tous les ports, Saint-Nazaire, tous les ports français occupés par la marine allemande. On citait l'Orient, il y a des bases navales. Il y a une ville qui a beaucoup souffert, Patrick Facon, vous le mentionnez aussi, c'est la ville de Brest. De la ville de Brest, non seulement parce qu'il y avait des sous-marins, mais parce qu'il y a eu aussi 2 croiseurs qui, à partir de 1941, sont restés pendant plusieurs mois en rade de Brest. Oui, bien sûr. Les Allemands ont abrité en rade de Brest 2 croiseurs, le Scharnhorst et le Gneisenau, que la Royal Air Force a tenté pendant toute une partie de l'année 41 d'envoyer par le fond, sans y réussir. D'ailleurs, ce qui montrait quand même la difficulté d'atteindre des cibles extrêmement précises, puisque la Royal Air Force opérait de nuit. Donc c'était un gros problème d'atteindre des cibles précises. Et en fait, l'affaire ne s'est arrêtée qu'en février 42, quand ces 2 bâtiments ont forcé le passage de la Manche. Et cette affaire montre qu'en fait, les bombardements de nuit étaient extrêmement difficiles à opérer. Et ça a provoqué d'ailleurs, l'affaire du Scharnhorst et du Gneisenau a provoqué un changement de politique chez les Anglais, les a amenés à faire ce qu'on appelle la politique de bombardement sur zone, qui était de brûler en fait entièrement les villes sur lesquelles ils attaquaient.
Alors, il y avait aussi donc les Américains, eux, pour économiser leurs équipages, parce que leurs avions au début n'étaient pas protégés par des chasseurs, qui eux en revanche bombardaient 2 jours et à très haute altitude. C'est pour ça qu'il y a eu des dommages considérables. Le Charnos et le Gnezno n'ont pas été touchés, mais alors la ville de Brest a énormément souffert pendant toute la durée de la guerre, d'autant plus que les abris en béton des sous-marins, qui servent d'ailleurs encore aujourd'hui, je crois, à la force sous-marine française, ces abris étaient quasiment invulnérables. Absolument. Donc les Anglais avaient une politique, disons, de bombardement sur de grandes surfaces, avec des bombes incendiaires explosives, et les Américains avaient une politique de bombardement de précision à haute altitude. Ce qui faisait que dans l'un et dans l'autre cas, en fait, les dommages collatéraux étaient importants. Et il est vrai que, en dépit de la puissance des bombes qui ont été employées, des bombes de 450, de près de 900 kilos, ces abris de sous-marins dont vous parliez étaient inexpugnables, pratiquement. Alors, les ports n'ont pas été, Patrick Facon, les seules cibles des bombardiers alliés. Ils ont visé aussi des villes françaises de l'intérieur, dont Paris, qui, en mars 1942, était à son tour bombardée par les Alliés, une archivina du 3 mars 1942. Ce matin, l'alerte a sonné. On a vu peu de temps après dans le ciel apparaître les avions et la mort à nouveau s'est abattue sur un quartier populeux de la région de Paris. J'ai vu une maison, j'ai donc vu sortir de cette maison des civières qui étaient chargées de cadavres, dont un petit cadavre d'enfant tout recroquevillé. 2 ambulances, 3 ambulances, 4 ambulances sont passées chargées de leurs funèbres fardeaux. Et vous, madame, vous êtes sinistrée? Mais oui, monsieur. Votre maison a été détruite? Elle n'est pas complètement détruite, mais il y a une bombe dedans, on ne peut pas rentrer. Ah, voilà. Où étiez-vous hier soir? Vous étiez dans chez la vous? cale? J'étais à l'abri Non, dans la on cale. est descendu dans la cale quand on a vu que ça commençait à lancer des bombes. Alors, pour l'instant, vous venez vous restaurer ici parce On ne que... sait pas où elle est couchée, on ne sait pas où elle est mangée, on est dans la rue. Et nous avons quitté ces pauvres gens livrés si horriblement à leur entière détresse. Vision de guerre. Et c'est bien la guerre en effet. La guerre que nous apportent les Anglais. La guerre dont ils ensanglantent notre sol, ce sol qu'ils n'ont eu, il y a 2 ans, ni la volonté, ni le courage de défendre. Alors c'était la radio de Vichy, ou plutôt Radio Paris, après le bombardement donc sur Paris en 42. On sent bien évidemment que Vichy exploite pour sa propagande les bombardements alliés, et pourtant vous semblez dire, Patrick Facon, que dans l'ensemble, l'opinion publique, ça il y a eu des nuances, mais que dans l'ensemble, l'opinion publique n'a pas été très sensible à cette propagande. Oui. Alors on a très bien entendu dans cet extrait en fait les deux points centraux de la propagande de Vichy, c'est-à-dire les Alliés veulent détruire la population française, veulent l'exterminer, et d'un autre côté les Anglais nous ont abandonnés en 1940. Donc il y a vraiment ce sont deux principes importants sur lesquels Vichy a basé sa politique vis-à-vis de l'Angleterre. Mais il est vrai que dans l'ensemble, la population française a bien sûr été complètement frappée de stupeur par ces bombardements quand ils survenaient, mais qu'au fur et à mesure que le temps passait après ces bombardements, il y avait une sorte de compréhension. Les Français comprenaient que c'était la voie de la libération finalement. Quel était l'objectif, il faut le rappeler, des bombardements anglo-américains sur la région parisienne? Aujourd'hui, un Parisien qui se promène dans les rues n'est pas frappé par des destructions ou par des reconstructions. Brest a été presque entièrement reconstruite. C'est pas été le cas de Paris. Quels étaient les objectifs de l'aviation, des aviations anglaises et américaines? Alors, la ville de Paris n'était pas bien sûr visée en tant que telle. C'était un certain nombre d'objectifs qui étaient dans banlieue parisienne, qui étaient attaqués. Bien entendu, ces objectifs étaient en mars 42 les usines Renault de Billancourt, que les Anglais soupçonnaient de fabriquer des chars et de réparer des camions pour le compte de l'Allemagne. Et en 1940... Plus que des soupçons, je crois d'ailleurs même. Oui, il y avait un certain nombre, il y avait une collaboration de la part de ces usines dans l'effort de guerre allemand. Et en 1944, par exemple, cela a été la gare de la Chapelle, la gare de triage de la Chapelle, qui était donc au nord de la capitale. Mais par effet de conséquence, un certain nombre de bombes sont tombées sur la capitale elle-même. Alors tout ça a provoqué à Paris et ailleurs de nombreux morts dans toutes les villes françaises bombardées. Écoutez le témoignage de quelques-unes des victimes de ces bombardements, la revue de texte Stéphanie Denka. Oui, ce sont des témoignages qui ont été rassemblés par l'excellent livre d'Édith Florentin, Quand les Alliés bombardaient la France, édité chez Perrin il y a quelques années. Alors ces témoignages montrent la peur, la souffrance des Français sous les bombes, mais aussi leurs sentiments partagés donc entre la haine et l'enthousiasme pour les Alliés. À Calais, un habitant, Georges Dauchard, note dans son journal le 16 septembre 1940.
Nuit d'épouvante, un bombardement qui comptera parmi les plus effrayants que Calais ait connus, tant par sa durée que par la dispersion des bombes, dégringolant sur la ville en une pluie désordonnée, faisant mouche une ou deux fois sur un objectif valable, mais frappant surtout des quartiers habités et même l'hôpital civil. Et ce Calaisien ajoute « L'imprécision de la Royal Air Force provoque la colère de la population. Au matin, l'anglophilie à Calais a baissé de 50%. » À Dunkerque, à la même époque, Georges Perron, cette fois, tient lui aussi son journal. 22h, alerte, rapidement nous nous habillons. De la cour, les avions sont visibles, encadrés dans le feu des projecteurs. Des bombes tombent à proximité, le vacarme est infernal. Blottis dans un placard, nous sommes atterrés. Encore des bombes. Nous descendons à la cave avec matelas et couverture. Il en sera ainsi jusqu'à 5h. Je n'ai jamais eu si peur. Le 14 août 41, un bombardement frappe Boulogne en plein après-midi. Des Boulonnais pris d'épouvante se mettent à courir comme des fous dans les rues, raconte un témoin. On note des cas de folie. Les victimes sont affreusement mutilées, certains corps sont déchiquetés. Brest aussi, vous l'avez dit, ville en fer. Pourtant, raconte un Brestois, la population accepte son martyre avec stoïcisme. Sa confiance est si aveugle qu'elle accuse les Allemands d'entreprises machiavéliques. Lorsqu'une église ou un hôpital sont atteints, il y a toujours un témoin pour affirmer qu'il a vu une croix gammée sur l'empennage de l'avion. La Royal Air Force bénéficie d'un crédit illimité. Paris aussi, donc on l'a vu, est touché. Le 3 mars 42, le bombardement des usines Renault à Boulogne-Billancourt fait la une des journaux de la collaboration. L'aviation anglaise massacre les civils de la banlieue parisienne, titre par exemple l'Œuvre, tandis que l'ultra-collabo Lucien Rebattet dénonce le cynisme de la Royal Air Force, tuant, je cite, de sang-froid les Parisiens. Mais cette propagande a peu d'effet, semble-t-il. L'écrivain Jean Guéhenno, qui écrit son journal sous l'occupation à Paris, il écrit ce jour-là « Nous bavardons avec les gens. Personne n'est indigné. Le plus grand nombre cache mal même sa jubilation. » Le journaliste Gilles Perrault, qu'on connaît bien, qui est alors juste un étudiant à l'époque, et il écrit aussi « Paris pleure rouge, mais les incantations contre la barbarie anglaise ne nous font pas oublier les Stukas s'en donnant à cœur joie sur les colonnes de l'Exode de 40. » Un commentaire, Patrick Facon, ça confirme un peu ce que vous disiez sur l'état de l'opinion en France, peut-être? Absolument. Je pense qu'il y avait, bien entendu, bon, c'est facile de parler a posteriori, mais il y avait un sentiment de colère immédiat, et ce sentiment s'estompait, en fait, parce que on sentait que tout cela préparait, en fait, la libération du pays. Il y avait forcément, d'ailleurs, beaucoup de pilotes dont les avions ont été abattus, qui sont tombés sur la France, et qui, dans l'ensemble, la population ne s'est jamais pratiquement acharnée sur eux. Oui, il n'y a pas eu ce qui s'est passé en Allemagne, notamment le lynchage d'un certain nombre d'aviateurs britanniques ou américains, et c'est vrai que Eddy Florentin, par exemple, cite dans son livre le cas de beaucoup de pilotes qui ont été pris en main par la population après avoir été abattus lors de raids sur la France et passés à des filières qui les ont fait sortir de France. C'est-à-dire, il y a eu d'autres, il y a eu une anglophilie qui s'est estompée, disait un des témoins, de 50%. Il y avait le souvenir aussi de Mersel-Kébir, qui n'était pas proprement parlé un bombardement, mais qui était la destruction dès 40 de la flotte française par les Anglais à Mersel-Kébir. Alors, ce qui est terrible, quand vous évoquez, Patrick Facon, c'est les chiffres des bombardements, qui se sont aggravés d'année en année pendant la guerre. Je vous cite, vous parlez des tués et des blessés, 928 en 1940, 3000 tués et blessés en 41, 8000 en 42, 21 000 en 43, 84 000, c'est-à-dire les 3/4 des pertes françaises victimes des bombardements pendant la seule année 44 et encore au tout début de l'année 44, le premier semestre 44. Pourquoi ? Alors, bien entendu que la France s'incluait dans un ensemble stratégique allié, qui comprenait l'Allemagne et tous les pays occupés d'Europe. Et l'entreprise de bombardement stratégique sur l'Europe s'est aggravée avec le temps. Elle a commencé à atteindre des sommets en 43-44 et proportionnellement, la France rentre dans le cadre de ces statistiques. Les Alliés larguent le plus grand nombre de tonnes de bombes sur l'Europe en 44. Donc la France, statistiquement parlant, proportionnellement parlant, en reçoit un certain nombre de plus. Et il est vrai que donc cette année 44 a été la pire parce que c'était l'année de la préparation du débarquement. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du mois d'avril, les bombardements s'intensifient sur la France. Ils sont même annoncés par les Anglais sur les ondes de la BBC. Écoutez cette archive du 20 avril 1944. Les attaques dirigées contre les centres ferroviaires en France et en Belgique seront intensifiées au cours des semaines qui vont suivre. Nos pilotes se rendent parfaitement compte qu'il y va de la vie et des foyers de nos alliés.
Ils prendront donc le plus de précautions possible. Mais inévitablement, l'étendue de ces attaques doit aggraver les souffrances de vous, nos alliés, endurés avec tant de courage dans cette guerre. Malgré tout, nous vous demandons avec insistance de faire l'impossible pour vous éloigner immédiatement du voisinage de toutes les installations ferroviaires. Alors c'était la BBC en avril 44. On voit bien que les Anglais ne parlent pas aux Français qu'ils vont bombarder comme ils auraient parlé s'ils avaient parlé aux Allemands avant les bombardements. Ils cherchent à éviter. Au fond, les pertes. Vous dites même, Patrick Facon, que Churchill, en prévision de ces bombardements pour annihiler les forces allemandes quelque temps avant le débarquement, Churchill, auquel on avait dit il y aura 40 000 morts, avait dit attention, et il était hésitant. Et il est allé en parler à Roosevelt, et c'est Roosevelt qui a décidé que ces bombardements aient lieu. Et il y a eu une concertation donc entre Churchill et Roosevelt, et Churchill a avancé, bien entendu, l'idée selon laquelle, à quoi cela servirait-il de détruire tous les objectifs qu'on voulait détruire, parce que les territoires seraient libérés dans les quelques mois qui suivraient. Et pour des raisons politiques, Churchill craignait le nombre de morts que ces bombardements les provoquaient en France et en Belgique. Il y a même eu des contacts, d'ailleurs, avec la France combattante de Gaulle pour lui expliquer le problème. Et on sait que De Gaulle a donné son accord, en fait, à ces bombardements. Donc, Roosevelt, lui, avait une politique qui disait, il faut faire le plus grand nombre de bombardements le plus intensément possible. Quelles que soient les pertes qui puissent survenir chez les civils, ça sauvera autant de soldats alliés. Il y en aura beaucoup, effectivement, des pertes, y compris à Paris, où dans la nuit du 20 au 21 avril 44, 247 bombardiers anglais lâchent 2000 tonnes de bombes sur la capitale, sur la gare de la Chapelle, provoquant la mort de 670 civils, quelques jours avant la visite de Pétain dans la capitale, le 26 avril 44. Tout le monde est présent et derrière nous, juste derrière nous, des familles en deuil. Les familles de ceux pour lesquels on prie, les familles de ceux pour lesquels est venu spécialement le maréchal Pétain. Je suis venu ici pour vous soulager de tous les maux qui pleuvent sur Paris. J'en suis encore très attristé. Je pense à vous beaucoup. À bientôt, j'espère. Alors c'était Pétain donc à Paris le 26 avril 44 après le bombardement de la gare de la Chapelle, avec une population, on est à quelques jours du débarquement, qui est encore derrière Pétain, pour partie, c'est quand même extraordinaire. Est-ce que les bombardements ils sont pas pour quelque chose aussi quand même? Sans doute peut-être, mais il y a un acte politique très fort de Pétain. À l'époque, le régime de Vichy s'est fascisé depuis janvier 44 avec l'intrusion des miliciens, et Pétain tente sans doute un acte politique. Je vous signale que c'est la première fois qu'il vient à Paris depuis le début de l'occupation. Alors, on est à quelques jours du débarquement. Avec le débarquement, ça va être encore pire. La ville de Caen va subir des pertes considérables. Là, il s'agit effectivement on est en pleine zone de combat après le débarquement. Et puis alors, ça va durer jusqu'à la fin de la guerre, après la libération ou à la fin de la libération de la France. Vous citez Le Havre, Patrick Facon, écrasé par les bombes alliées en septembre, 3000 tués, 82% de la ville détruite, parce qu'elle n'avait pas voulu se rendre, parce que les Allemands qui s'y trouvaient n'avaient pas voulu se rendre, c'est ça? Oui. Le Havre a été sans doute la ville qui a été la plus sinistrée, avec Royan dans les poches de l'Atlantique. Et les Britanniques ont reconnu d'ailleurs, il y a quelques années, que le bombardement n'aurait pas dû avoir lieu. Bon, mais le traumatisme a été extrêmement profond dans la population du Havre. Est-ce que ça a été utile, justement? Vous dites, des tels gens se disent, au fond, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Si ces bombardements pouvaient être justifiés malgré les pertes civiles, c'était parce qu'ils étaient utiles. Est-ce qu'ils l'ont été, vraiment, Patrick Facon? Écoutez, je crois qu'il faut resituer le phénomène des bombardements sur la France dans le phénomène des bombardements sur l'Europe. Vous savez que les bombardements stratégiques sur l'Allemagne et sur les pays occupés d'Europe ont suscité une violente controverse après la guerre. On a dit, on a engagé des dizaines de milliers d'avions et d'aviateurs pour rien, parce que ça n'a pas changé le cours de la guerre. Moi, je vous avancerai la phrase d'un historien anglais qui a soutenu dans un livre la théorie suivante. Que se serait-il passé si les pays occupés d'Europe n'avaient jamais été survolés par aucun avion de 1940 à 1945 ?
Cela dit, ça a quand même profondément marqué, même si on n'en a pas beaucoup parlé, ça a profondément marqué les populations jusqu'à aujourd'hui, on peut le dire, Patrick Facon. Les gens en parlent, les survivants, ceux qui ont vécu cette période-là. Oui, ça a marqué profondément les populations. Je faisais une conférence au Mémorial de Caen l'année dernière, et il y a un certain nombre de Havrais qui sont venus me voir à la fin de la conférence et qui m'ont soutenu la thèse selon laquelle le Havre avait été bombardé pour justement se débarrasser d'un port concurrent des Britanniques. Donc il y a un certain nombre de fantasmes qui existent dans la mémoire collective, et il y a une cicatrice qui n'est pas encore refermée, me semble-t-il. Merci Patrick Facon. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un article sur les bombardements alliés sur la France dans le 2e numéro du magazine du XXe siècle. Et vous êtes également l'auteur d'un livre intitulé La bataille d'Angleterre, publié chez Economica. À lire également un livre dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, Quand les Alliés bombardaient la France, d'Eddie Florentin, publié chez Perrin. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Antoine Viossa et Olivier Leroux, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.